crime d'État. Parce que vous êtes dans le bureau de l'État. Dans le bureau de l'État, des actes qui engagent la responsabilité individuelle se commettent tous les jours. Quand vous prenez l'argent de la corruption qu'il y a dans les bureaux là, c'est l'État qui vous dit de faire la corruption? Non. Vous la faites pour l'État? Non plus. D'accord. Donc, nous sommes dans un endroit où M. Martinez Zogo avait des comportements de bandits. Ce couperet verbal est tombé sur le plateau de Libre Expression sur Info TV. Une déclaration brute, un blasphème pour les uns, une autopsie implacable du système pour les autres. Au Cameroun, la vérité est un labyrinthe de miroirs. Les bourreaux portent des costumes d'apparat. Les justiciers s'égarent dans l'ombre. En parlant de comportement de bandits, Abel Elimbi Lobé lève le voile sur un grand théâtre d'ombre, celui d'un système qui dévore ses propres enfants. Martinez Zogo n'était plus seulement un homme. Au micro, il était devenu l'acteur d'un double jeu mortel, une pièce d'échec manipulée par des mains invisibles avant d'être définitivement brisée. Le journalisme cherche la lumière, mais dans le clair-obscur camerounais, il devient une arme de destruction massive, une arme alimentée par des officines tapidant le secret des ministères. Elimbi Lobé décrit ce mécanisme avec une amertume lucide. On l'écoute. C'est ce qu'il avait. On parle pas mal des mots. Non, je l'ai dit depuis le début et je maintiens ma position. Et c'est pas Cette histoire, parce qu'il aurait des comportements qu'il a tué. Pas du tout. Cette histoire d'aller prendre des informations à droite pour nuire à la tranquillité des gens à gauche, sous le prétexte de faire du journalisme, des informations dont vous n'êtes pas sûr de la véracité. Parce que ce n'est pas parce que un officier vous a donné une information qu'elle est vraie. Un officier vous donne un document qui peut être une falsification. Et il faut interroger son intérêt. Pour quel intérêt? Moi d'ailleurs, je le dis. D'accord. Je le dis d'autant plus que quand un officier vous donne une information, en vous donnant un document, il sait, parce qu'il n'est pas idiot, qu'il peut y avoir un retournement de situation et qu'on peut remonter pour retrouver la source. Il ne serait pas si prêt à accepter que les archives qu'il détient servent à crédibiliser le document qu'il a donné. D'accord. Donc, beaucoup de documents que les gens prétendent être des documents fiables peuvent être des fabrications à l'effet de nuire. C'est ici que se noue la tragédie. Martinez Zogo croit dénoncer les prédateurs de la fortune publique. C'est sa face visible, héroïque, mais en coulisses, le double jeu s'active. Des hauts fonctionnaires lui livrent des dossiers exclusifs. Sont-ils vrais? Sont-ils falsifiés? Peu importe pour le système. Le journaliste devient à son insu le tueur à gage médiatique d'un clan contre un autre. Il ne croit servir la justice. Il sert des règlements de compte. Dans ce jeu de dupes, la loyauté n'existe pas. L'information est une monnaie de sang. Le double jeu devient un piège à l'eau. On utilise la même voie pour détruire deux camps opposés. Selon le vent et l'argent, Elimbi Lobé cogne là-haut, ça fait mal. Et on prend un type, on dit qu'il est un journaliste, on lui remet ce genre de choses, il se met à bombarder, il détruit les carrières des gens, et les gens de l'autre côté reprennent ce même type, on lui redonne de l'argent avec d'autres documents fabriqués pour qu'il détruise ce côté-ci. Et c'est à ce jeu-là que ce monsieur se livrait. Et là-dedans, on va donc le tuer. Ce que je veux faire comprendre, c'est que
sa mort peut être le fruit d'un zèle. Les gens qui l'instrumentalisent peuvent avoir à un moment donné intérêt à ce qu'il disparaisse. Parce que chacun a essayé de détruire l'autre, chacun est déjà une victime potentielle. On peut avoir intérêt à stopper ce combat et la machine. Voilà le cœur du drame. Martinez Zogo dansait sur un volcan, frappait un ministre le matin avec les documents d'un directeur, recevoir l'argent d'un homme d'affaires le soir pour pillonner un rival. Ce va-et-vient est mortel. En acceptant ce rôle, il est devenu le dépositaire de trop de secrets. Ceux qui lui ont donné les armes sont les mêmes qui ont signé son arrêt de mort. Quand le pion en sait trop, le jeu le supprime pour stopper le combat, pour effacer les traces. Au-dessus de cette guerre de tranchées, l'État regarde, un État spectateur, un État gangréné par ses propres créatures. Elie Mbilobe. Enlevons les gens qui se battent, qui peuvent avoir intérêt. Et leur intérêt n'a rien à voir avec l'État. Mais je vais introduire maintenant l'État. L'État dans oui, non, mais c'est ça la complexité de cette affaire et c'est son intérêt intellectuel. L'État qui se rend compte qu'il est dans une ambiance qui réellement le dérange, dans le pourrissement, n'est-ce pas? Lui aussi peut avoir intérêt à ce que Martinez Zogo disparaisse. Le mot est lâché, le pourrissement, une agonie morale. La mort de Martinez Zogo devient l'allégorie d'un système à bout de souffle. Puis vient l'horreur. Le corps profané dans la boue des bocaux. Face à la torture, le silence des exécutants est assourdissant. Qui a donné l'ordre? Elie Mbilobe pose l'alternative tragique. On a les gens qui ont exécuté la torture mortelle. Ces gens-là, ils nous disent qui leur a donné l'ordre de le faire. Et l'affaire s'arrête. D'accord. Et pourquoi ils ne font pas depuis? S'ils ne font pas, il n'y a que deux hypothèses. Soit en réalité, personne ne leur a donné l'ordre. Ils ont agi par zèle. Parce que nous sommes dans une république de ce type de choses. Deuxième hypothèse. Deuxième hypothèse, ils protègent les commanditaires ultimes. À ce moment-là, les spéculations de Bessala prennent leur sens. Mais il ne peut pas s'aventurer sans mettre en place l'état d'esprit de ceux qu'on a entre les mains qui sont les bandits. D'accord, on va voir une minute. Si Martinez Zogo avait, selon les mots d'Elie Mbilobe, des comportements de bandits, c'est que la jungle politique camerounaise n'accepte pas les agneaux. Dans ce Cameroun nocturne, ce Cameroun-là, les frontières s'effacent. Le flic, le voyou, le ministre, le magistrat et le journaliste partagent parfois la même table, les mêmes dossiers secrets et les mêmes vices. Martinez Zogo est mort d'avoir trop bien joué son rôle dans cette pièce obscure. Il a cru un instant maîtriser les règles d'un jeu truqué où l'un des dés était pipé dès le départ. Sa fin tragique reste un cri émouvant et terrible, le symbole d'une époque où la vie d'un homme ne pèse rien face aux intérêts des clans rivaux. Mais le drame ne s'est pas arrêté dans la boue des Bogos. Il s'est poussé aujourd'hui dans l'enceinte même, une enceinte close du tribunal militaire de Yaoundé, où la justice camerounaise semble s'être enlisée dans les sables mouvants du temps. Nous en sommes désormais à 3 ans et demi d'une procédure fleuve, un feuilleton judiciaire ahurissant qui se tire en longueur, rythmé par des dizaines d'audiences, des renvois incessants et des batailles, des procédures acharnées.
3 ans et demi que le public attend de connaître l'identité des véritables commanditaires de cet assassinat barbare. Ce temps exceptionnellement long, presque irréel pour l'opinion publique, interroge la capacité de l'appareil judiciaire à trancher dans le vif d'un système qui se protège lui-même. Chaque nouvelle audience devant le tribunal militaire ressemble à un nouvel acte de cette tragédie moderne où la vérité est distillée au compte-gouttes, qu'on peut éviter une déflagration trop brutale. Les repos successifs, officiellement justifiés par l'examen des listes de témoins ou la communication des pièces à la défense, apparaissent aux yeux des observateurs comme les symptômes d'une profonde gêne étatique. L'État que l'on sait touché en son cœur par les fonctions des principaux accusés ou gradés du contre-espionnage et mania des affaires semble pris à son propre piège, condamné à un exercice d'équilibrisme permanent entre la nécessité de faire justice et la peur de déstabiliser ses propres structures. Cette lenteur interroge directement la nature profonde du pouvoir. Plus le temps passe, plus le souvenir de l'homme s'estompe derrière la complexité technique des débats juridiques. Les débats s'éternisent sur les exceptions de nullité, les vices de forme et les requêtes en liberté provisoire, reléguant au second plan l'horreur absolue de la nuit du 17 janvier 2023. 3 ans et demi d'attente pour les proches, 3 ans et demi pour les confrères et pour un peuple camerounais qui observe médusé ce balai de robes noires et d'uniformes galonnés. La sentence, lorsqu'elle tombera enfin, devra répondre à une exigence immense, prouver que la loi républicaine peut encore s'imposer face aux factions de l'ombre. En attendant ce verdict lointain, l'épitaphe de cette affaire reste suspendue. Les masques sont peut-être tombés dans le box des accusés, mais l'architecture du système dénoncé par Abel Elimbe-Lobé demeure intacte. Une tragédie totale où le temps devient le meilleur allié de l'oubli, pendant que les véritables monstres de l'ombre continuent de hanter les couloirs du pouvoir. Merci.